Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vampires. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va ouvrir un nouveau type de vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Alors je vais pas appeler ça top quelque chose, même si ça en a la forme, vous allez voir. Je vais faire un truc un peu plus... Non, ça ressemble vraiment à des tops en fait. Bon bref, je vais appeler cette série de vidéos 7 livres 2 et on va commencer avec 7 livres de vampires. Et je vais vous présenter donc 7 livres de vampires. Jusque là, tout va bien. Je vais pas m'en sortir. Plus tard, je vais pas les faire toutes d'un coup parce que sinon ça serait pas drôle sur la chaîne, mais je comptais faire par exemple 7 livres de fantasy, 7 livres de science-fiction, de dystopie, etc. pour que à chaque fois, je vous donne des recommandations, plein de recommandations, donc plein de livres à découvrir sur des thématiques bien précises. J'espère que vous avez compris. Alors en numéro 7, j'ai mis une trilogie. Alors je n'ai que les 2 premiers tomes parce que je recherche le numéro 3 en occasion parce qu'il coûte assez cher quand même. J'ai nommé, alors c'est la trilogie, le livre perdu des sortilèges, je suis ici, de Deborah Harkness. Alors de quoi ça cause ? C'est l'histoire, ça se passe à notre époque, ça se passe en Angleterre et on a une femme qui s'appelle Diana Bishop qui est une historienne qui travaille dans une grosse université anglaise qui est super connue, attendez, je sais plus si c'est Oxford ou c'est l'autre. Bref, donc allez, on va dire qu'elle est à Oxford mais je suis pas sûre à 100%, on s'en fiche. Elle est issue d'une grande lignée de sorcières. C'est une américaine qui travaille exceptionnellement en Angleterre à la recherche de manuscrits. Elle, son truc, c'est tout ce qui touche l'alchimie. Et un jour qu'elle demande un livre, elle se trouve en possession d'un manuscrit qu'elle n'a pas forcément demandé, qui s'ouvre bizarrement, elle voit des images bouger, des trucs, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, et bon bah, voilà, elle redonne, mais à partir de ce moment, toutes les créatures étranges commencent à converger vers elle. Alors il faut savoir qu'on est dans un monde où il y a les humains, normal, mais il y a aussi les sorcières, les démons, et les vampires. Voilà, ça fait 3 créatures et chacun vit, on va dire, un peu de son côté. Faut surtout pas se mélanger entre eux. Alors c'est une sorcière mais pas vraiment parce que quand elle était jeune, ses parents sont malheureusement morts d'une mort violente et à partir de là, elle est partie vivre donc chez ses tantes et non, pour elle ne veut pas du tout entendre parler de magie. Sa vie c'est parmi les humains. Et là elle se retrouve confrontée donc à ces créatures qui commencent un petit peu à lui demander oh le manuscrit que tu as vu, est-ce que tu peux nous le donner, etc. Comment t'as réussi à l'avoir, bah non. Elle se rend compte qu'il y a un truc qui se passe autour de ce manuscrit et les créatures qui viennent vers elle pour lui poser des questions sur ce manuscrit sont de plus en plus envahissantes et ont des manières de plus en plus brusques. Et il y a un homme, ou plutôt un vampire, qui s'appelle Clermont, donc c'est Matthew Clermont qui vient la voir aussi pour, voilà, pour la questionner. Et là, il se passe quelque chose entre les deux, et voilà, ça commence. Donc on suit vraiment donc Diana Bishop, cette sorcière, et on suit aussi Matthew Clermont. Voilà, ça va être clairement une relation entre ces 2 personnages qui, au début, n'ont rien du tout en commun, si ce n'est ce manuscrit qui se trouve être très attirant pour tout le monde. Sauf pour Diana, qui n'en a strictement rien à faire. Voilà. J'espère que mon résumé convient à peu près, je l'ai lu à peu près il y a 1 an. J'avais bien aimé, c'était pas mal. Je trouvais que le tome 2 était un petit peu long, je peux pas vous dire pourquoi, parce que pour le coup c'est un énorme spoil sur ce qui se passe à la fin du tome 1. Les personnages sont sympas, mais on est quand même parfois dans une romance qui s'est installée un peu trop rapidement à mon goût. J'aurais aimé, moi je suis plutôt fan des romances un peu plus compliquées, un peu je t'aime mais on ne peut pas être ensemble, bien que là ça soit un peu le cas, mais là je trouve que les personnages se retrouvent un petit peu trop vite ensemble. Et puis Diana, Matthew Clermont, même si on l'explique au fur et à mesure de l'histoire, c'est un vampire qui est très très vieux. Il vit dans une société qui est très patriarcale, où l'homme est au-dessus, c'est lui qui dirige la famille, le clan et tout ça, et parfois c'est un petit peu... Au jour d'aujourd'hui, lire ça, même si on nous le justifie par ça, j'ai envie de dire que même si c'est un vampire qui a 1000 ans, il doit évoluer aussi avec son temps, donc je trouvais ça parfois un peu relou, et parfois Diana qui clairement s'inscrit dans notre époque et qui est une fille indépendante et tout, qui veut s'éloigner de toutes les traditions aussi des sorcières qui sont assez lourdes et tout ça. Je trouve qu'elle plie un peu trop les chines, un peu trop rapidement parfois, et que voilà, elle admet tout de suite que Matthew c'est l'homme dans la situation, c'est lui qui gère et tout, machin. Voilà, c'est ce petit côté-là qui m'avait un petit peu dérangé de temps en temps, mais l'histoire est vraiment sympa, c'est entraînant, bien que
il y a parfois quelques longueurs, mais ça reste une histoire de vampire et de sorcière assez sympa. Maintenant, on va plonger vraiment dans des histoires de vampires beaucoup plus sombres, beaucoup plus noires et beaucoup plus sanguinolentes. J'ai dit qu'on va parler d'histoire, mais pas vraiment. On m'avait offert en fait ça, c'est Vampire. C'est une amie qui me l'avait offert à mon anniversaire. Ça fait un petit moment maintenant. Donc c'est Vampire, c'est un documentaire. C'est une fausse recherche. C'est comme si, c'est vraiment sympa. C'est comme si l'auteur de ce petit roman avait fait des recherches très sérieuses sur l'existence des vampires, et donc il y a des fausses photographies, des fausses radiologies par exemple, juste ici. Je vous le présente très rapidement, je l'ai mis en numéro 6 parce que je trouvais qu'il était assez original. Je sais pas si d'autres carnets comme celui-ci ont été faits, ça pourrait être intéressant de voir la même chose par exemple sur les loups-garous, moi en tout cas ça me botte très bien. C'est Fabrice Collin et Jérôme Noirez qui l'ont fait chez Fejane Édition. Ou Fejane, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, je vous le présente juste rapidement, c'est très sympathique. Donc je vous propose de passer directement au numéro 5. En numéro 5, j'ai mis Rêve de Fèvre de J.R.R. Martin. George R.R. Martin. Si vous ne reconnaissez pas, c'est l'auteur de la série de fantasy très connue Trône de Fer. Rêve de Fèvre a été écrit bien avant. Je crois qu'en anglais, Rêve de Fèvre, c'est River Dream, il me semble. Et ça parle de vampires à l'époque du Far West, plus précisément juste après la guerre de sécession. Donc on suit majoritairement donc ça se passe sur le Mississippi, dans des bateaux à aube, donc déjà rien que ça, la carte postale est sympathique. Et le capitaine de bateau qu'on suit est un vieux roublard qui a fait, voilà, qui a une belle carrière derrière lui, qui est connu, mais qui malheureusement a fait un peu faillite suite à un accident. Donc il se retrouve juste avec une toute petite flotte, et un soir il y a un homme, enfin en tout cas qu'il avait contacté et qu'il rencontre enfin, un homme assez étrange qui lui dit en gros qu'il a un paquet d'argent et lui ce qu'il veut c'est voyager sur le Mississippi. Il veut racheter en fait les bateaux, il veut même lui en payer un beau. Mais à côté de ça, il veut, cet homme, voyager dans le bateau. Il ne veut surtout pas être embêté, il ne vivra que de nuit, et c'est lui qui décide où est-ce que le bateau va, où est-ce qu'il stoppe, etc. et pour combien de temps. Et le capitaine n'a pas son mot à dire. Le capitaine au début est un peu surpris par cette demande qui est assez originale, mais vu la situation dans laquelle il se trouve, il n'a pas trop le choix finalement, et il se dit bah pourquoi pas, et voilà. Alors ils construisent un bateau à aube qui s'appelle donc le Rêve de Fèvre. Et le Rêve de Fèvre est un bateau gigantesque que tout le monde remarque, qui est très rapide, et dont le capitaine est très fier. Sauf que voilà, les arrêts incessants demandés par cet homme bizarre commencent un petit peu à le troubler, et même s'il ne doit pas enquêter, il ne doit pas poser de questions ni rentrer comme ça dans la cabine sans être annoncé de cet homme, voilà, il va quand même peut-être un peu le faire. Bon là vous vous doutez de quoi je cause. De toute façon dans le résumé on comprend bien que ça va parler de vampires, quand on vous parle d'un homme qui a des habitudes de nuit, qu'il y a un flot de cadavres juste derrière le bateau, étrangement, voilà, donc bon, j'avais bien aimé, c'est vraiment très sympa, donc c'est un one shot, ça suit un seul tome, assez rapide, hein, pratiquement 500 pages, et j'avais bien aimé. Après ne vous attendez pas, c'est pas comme un Trône de Fer où on peut être surpris à n'importe quel chapitre, il faut s'attendre à des révélations de fou, c'est pas le cas ici, même si l'écriture est très plaisante, le rythme est très bon. Ça se passe sur le Mississippi, vous avez une histoire de vampire, mais c'est tout, voilà. Enfin, ce que je veux dire c'est tout. C'est pas forcément quelque chose où je me suis dit waouh, je m'attendais à... Il n'y a pas des bouleversements énormes à l'intérieur, voilà. Et bien on va passer au numéro 4. Alors, en numéro 4, j'ai mis un Stephen King et j'ai mis Salem. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur ma collection de Stephen King, c'est le nom de la vidéo que j'ai fait juste avant, je parle de Salem comme étant donc un livre que j'ai beaucoup aimé. Bien sûr donc là on va parler aussi de vampires, puisque donc on est dans le Maine, toujours dans les années 70, et c'est un homme qui revient dans la bourgade dans laquelle il a grandi,
Et surtout dans cette bourgade, il y a toujours une maison qui surplombe un peu toutes les autres sur une colline. Vous voyez, une sorte de vieille maison hantée, un manoir, où il y avait un homme assez étrange à l'intérieur. Et surtout cet homme était un criminel qui s'est pendu, qui s'est suicidé. Alors attendez, est-ce qu'il s'est pendu? Oui, je crois. En tout cas, il se suicide et le narrateur, en tout cas le personnage principal, a été témoin de ça et il revient donc plusieurs années plus tard. Et voilà. Et je me semble qu'il s'interroge un petit peu. Est-ce qu'il est je crois qu'il est journaliste, j'ai un gros doute. Et donc il veut racheter ou il veut aller enquêter, visiter cette maison pour voilà, reprendre un petit peu, reprendre les sensations, revivre le suicide. Non, il y a des gens qui sont fous. Et, sauf que cette maison a été revendue, je crois que c'est un duo d'antiquaires qui vient d'arriver en ville qui l'a maintenant. Et voilà, le narrateur donc reste en ville, va interroger des personnes, etc. Et au fur et à mesure qu'il est en ville, à Salem, il y a des événements assez étranges qui vont se passer, genre des disparitions, un chien qui est immolé, des corps qui sont retrouvés, etc., etc. Et il y a une enquête qui est faite, et voilà, donc la thématique principale c'est le vampire. Et c'était très chouette, une très chouette lecture, un bon Stephen King, quelque chose d'oppressant, de terrifiant et d'angoissant. L'un des livres de Stephen King que j'aime le plus. Voilà. Numéro 4 fait, donc on passe au numéro 3, c'est bien, vous savez bien compter. Le numéro 3, je n'ai pas réussi à le retrouver tout simplement parce qu'en fait c'est ma belle-sœur qui me l'avait emprunté. J'ai mis au moins 1 heure à comprendre pourquoi il n'était pas dans ma bibliothèque. Et donc je vous mets la couverture juste ici. On va parler de l'auteur Anne Rice. Et on va parler d'entretien avec les vampires. D'entretien avec les vampires ou d'entretien avec un vampire? Un vampire je crois. J'ai un matou dans la gorge. On suit en fait c'est un journaliste de notre époque, donc notre époque, alors là c'est dans les années 90, qui interviewe un vampire qui s'appelle... Attendez, je me souviens même plus, je crois que c'est Paul. Non, c'est Louis. C'est pas du tout Paul. Mais en plus sur le 10 ans, je me suis dit non, c'est pas Paul. Paul le vampire. Donc c'est un journaliste qui interviewe en fait donc Louis, un vampire qui est âgé de plusieurs siècles. Et voilà, donc on suit en fait la vie de son vampire de la fin de sa vie d'humain jusqu'à aujourd'hui et comment il a traversé les siècles. Et en fait donc Louis est transformé par un vampire qui s'appelle Lestat, ou Lestat, qui est diamétralement opposé de lui. Tout simplement parce qu'en fait Louis se pose continuellement des questions sur sa condition de vampire. Suis-je un démon? Suis-je le mal incarné? Est-ce que je suis obligé de tuer des humains pour me nourrir? Est-ce que je ne peux pas plutôt tuer des animaux et boire leur sang? Édouard sort de ce corps, alors que Lestat est vraiment son opposé total. Lui, Lestat va tuer tous les soirs et n'hésite pas à s'abreuver, voilà, et même gaspiller le sang des personnes. Il n'a que faire en fait des humains. Si vous aimez donc les vampires, là clairement on a un très très bon candidat. J'ai même hésité à le mettre voire en deuxième, voire en premier. Les 3 premiers ont été très difficiles à classer. Et puis vous avez d'autres livres dérivés de cette histoire. Je crois qu'il y a un livre sur les stats, mais j'ai pas lu celui-ci. Et il paraît qu'il est très très bien. Donc je vous propose de passer directement au numéro 2. Alors j'ai mis quoi? Ah oui, j'ai hésité, mais je crois que... Alors j'étais obligée de mettre ce livre dans ce top. Obligatoire, c'est obligatoire. J'ai mis bien sûr Dracula de Bram Stoker, et pour faire un peu plus original, parce que j'avais le roman mais j'avais envie de vous présenter le roman graphique fait par Georges Besse. Il est sorti donc chez Glénat. On retrouve donc tous les personnages clés et surtout donc l'histoire. Ce jeune notaire qui vient donc en Transylvanie pour faire signer des papiers a un comte assez étrange qui a acquis des propriétés donc à Londres. On est dans les années, je sais plus, on est à la belle époque, donc fin 19e je crois. Et voilà, et on se retrouve donc plongé dans la Transylvanie chez un homme très étrange. Et tous les humains, enfin tous les hommes qui habitent autour, quand ils apprennent que ce jeune notaire vient voir le comte Dracula, se signent continuellement, lui disent au revoir, lui disent adieu. Donc
clairement, il part dans un traquenard et pas n'importe lequel. On suit ensuite les pérégrinations de Dracula qui s'en va un petit peu plus loin que la Transylvanie et qui nous fait voyager aussi, donc jusque dans les rues de Londres. Et voilà, je vous en dis pas plus, hein, mais on croise beaucoup d'autres personnages comme le fameux Van Helsing, bien sûr. C'est en un seul tome, c'est super bien. Je vous conseille presque le roman graphique à la place du roman, parce que je crois que j'ai encore mieux aimé celui-ci par rapport au roman qui à l'époque m'avait semblé un petit peu longué quand je l'avais lu, mais peut-être que je n'étais pas encore assez réceptive au mythe de Dracula. Voilà, donc je vous propose tout de suite de passer au numéro 1. Et là on part un peu dans le steampunk. On va parler... Non, c'est pas lui, ça c'est le tome 2. On va parler d'Anno Dracula. Encore du Dracula, mais c'est pas exactement la même chose. Donc là c'est Kim Newman qui l'a écrit. Je vous l'ai déjà présenté il y a un petit moment maintenant, pratiquement un an, sur la chaîne. Et ça se passe à Londres. On est à Londres dans un monde où Dracula, en fait, parce que dans l'œuvre de Dracula là, que je vous ai présenté ici, Dracula à la fin il meurt. Bon voilà, c'est pas un secret, hein. Normalement vous le savez, voilà, il est battu. Sauf que ici on part dans l'idée qu'il n'a pas été battu, c'est le contraire. C'est Van Helsing qui a été battu et Dracula est vivant. Et Dracula épouse la reine Victoria en Angleterre et devient donc le prince consort. Là ça se complique puisque jusqu'ici le vampire, enfin, le mythe du vampire était complètement inconnu, c'était juste un mythe, personne ne savait si ça existait vraiment. Et là tout le monde est au courant de l'existence des vampires et surtout tout le monde veut devenir un vampire. Enfin tout le monde, une bonne partie de la population parce que c'est assez in et c'est surtout que l'immortalité c'est assez tentant. Sauf que Dracula n'est pas forcément ici, on n'est pas le premier vampire qui a existé. Il y a plusieurs autres lignées de vampires. Et chaque lignée a sa caractéristique. La lignée de Dracula est assez violente et a aussi la particularité de pouvoir se transformer. Ça peut être des transformations plus ou moins réussies. Le pire, c'est d'avoir des poils qui vous poussent partout. Et le mieux, c'est de pouvoir se transformer en loup. Voilà, ça dépend quel est votre niveau de vampirisme. Et vous avez des lignées qui sont un peu plus nobles. Notamment, il y a une lignée française où vous pouvez lire un petit peu la psyché des gens. Vous pouvez aussi avoir des lignées qui sont très bonnes pour l'investigation, etc., etc. Et à côté de ça, donc, on est à Londres en 1888 et il se passe un événement étrange. Beaucoup de prostituées vampires sont tuées par un homme que l'on appelle ici le Scalpel d'Argent. Cet homme qui prendra ensuite le nom très connu de Jack l'Éventreur. Alors, Dracula qui est, pendant pratiquement toute l'histoire, on le mentionne mais il est absent, c'est pas un personnage en tant que tel, va envoyer en fait ces hommes, on les appelle les hommes des Carpates ou quelque chose comme ça, et pour enquêter sur cette affaire parce que ça le fait pas. Les vampires qui disparaissent et qui sont tués par un homme, ça fait pas une très bonne pub. À côté de ça, on a une vampire qui elle est issue d'une lignée française qui est très vieille, voire même plus vieille que Dracula, qui se trouve donc en Angleterre. Et cette femme travaille dans un hôpital psychiatrique et elle, les inspecteurs à Scotland Yard vont la voir parce qu'elle a un certain savoir sur les vampires et ils vont avoir besoin de ses connaissances pour essayer de deviner qui pourrait avoir tué ces femmes vampires. Elle va aussi étudier les corps. Et vous avez enfin un troisième personnage qui va enquêter aussi sur cette affaire. C'est Charles Beauregard qui fait partie du Diogenes Club, ce qui est une sorte de société secrète appartenant au gouvernement, ou plutôt à la reine, et qui eux aussi vont enquêter sur ce Scalpel d'Argent, ce Jack l'Éventreur. Donc voilà, tous ces enquêteurs vont un peu converger, etc. Et on suit cette enquête et en même temps on suit la vie à Londres, dans ce Londres transformé forcément, où les nobles rêvent au bout d'un moment, en fait, c'est coutume et il est très courant de voir les nobles devenir des vampires ou s'approcher de vampires pour essayer d'avoir enfin la vie immortelle. Et c'est super, c'est passionnant. On est dans un monde créé qui est très original. L'histoire, l'intrigue est vraiment très bien foutue.
Et vous avez en fait la résolution de cette histoire en un seul tome. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure qu'il y en avait un deuxième, puisque dans le deuxième, là c'était en 1888 à Londres, et là on est en France en 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, et on retrouve quelques personnages du premier tome dans celui-ci. Celui-ci est un tout petit peu en dessous, même si j'ai beaucoup aimé, et il y en a un troisième qui est paru chez Brajlon, qui s'appelle Anno Dracula Cha Cha Cha, je crois, qui se passe à Venise peut-être, en tout cas c'est en Italie, et dans les années 50. Donc à nouveau, on a toujours le fil conducteur qui est Dracula, qui est toujours plus ou moins là, et on retrouve à chaque fois voilà, des personnages clés dans les premiers tomes, etc. En France, jusqu'à maintenant, j'ai contacté les éditions Brajlon sur leur Instagram, et on m'a dit que pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont traduits, et il n'est pas question pour l'instant, enfin il ne parle pas en fait de traduire le 4e tome et le 5e tome qui sont publiés en Angleterre, malheureusement. Après, chaque histoire est indépendante, donc on ressent pas non plus une gêne plus que ça en disant « Ah, il me manque la fin de l'histoire ». Non, non, ça va, on n'est pas si frustré que ça. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Alors si vous êtes beaucoup à le lire et qu'on peut être plein à envoyer des messages à Brajlon, peut-être qu'ils vont se dire « Ah ouais, on va peut-être le traduire ». Vous voyez pourquoi ma démarche. Bref, non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est que sinon, si vous n'avez pas peur de les lire en anglais, bah vous avez 5 ou 6 tomes de parus en tout, et à chaque fois on remonte dans les années, je crois que les derniers sont les années 90. Voilà, donc c'était 7 livres de vampires que moi j'apprécie beaucoup. Et j'avais envie de vous en mettre un dernier bonus. Pourquoi je vous le mets? Parce que en fait on n'arrête pas de me le conseiller, comme on sait que j'aime les vampires, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et je le vois publié souvent, je le vois souvent sur les autres chaînes, et je crois qu'il a été dans une lecture commune il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme j'en fais pas, je savais que j'en participe pas trop. C'est le passage de Justin Cronin, ou Justin Cronin, je sais pas. Voilà, c'est une belle brique, sachant que ça c'est le premier tome. C'est ce qui me fait un petit peu peur, je dois vous avouer. Ouais, il fait pratiquement 950 pages. Et c'est de la post-apo, un monde envahi non pas de zombies mais de vampires. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Après, mon résumé est certainement pas terrible parce que je l'ai pas lu, mais on m'en dit beaucoup de bien. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez des idées peu importe le thème, le sujet que je pourrais présenter sur la chaîne, n'hésitez pas aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, c'est très chouette. On arrive bientôt à 1 an de la chaîne. Je crois que c'était en octobre. Et donc, bah voilà, superbe aventure parmi vous. Et à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut, ciao.